Les populations noires sont présentes depuis des siècles en France. Comment s'est traduit leur présence sur le territoire français? Qui sont les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire du pays? Makodou Ndiaye, historien, s'est penché sur la question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur avec Florence Alexis de cet ouvrage, Les Noirs en France, du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'histoire racontée en France minimise-t-elle les apports des communautés noires? Cette histoire, au contraire, maximalise beaucoup l'histoire des Noirs en France, puisque ça fait 2 siècles que les Noirs sont en France, et que la présence des Noirs en France a favorisé, j'allais dire, l'émancipation des peuples africains, ne serait-ce que déjà à Saint-Domingue, où le mouvement des révoltes qui s'y déclenche sous Toussaint Louverture va être le premier élément déclencheur de la révolution haïtienne, en même temps aussi, en passant par l'abolition de l'esclavage en 1791, esclavage qui sera, abolition qui sera remise en cause par Bonaparte. Il y avait beaucoup de généraux noirs qui ont participé à la Révolution française. Mais l'histoire, du coup, comme on la raconte en France aujourd'hui, est-ce qu'elle minimise les apports de toutes ces populations dont vous venez un peu d'évoquer le chemin, le parcours? Mais vous savez, nous étions en pleine nuit coloniale. Ils avaient occulté tout un pan de l'histoire de France. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, graduellement, maintenant, les gens prennent, les Français de souche, disons, prennent conscience de la présence de ces Noirs ici. Surtout pendant les 2 guerres mondiales, où on a vu en chair en os des soldats africains venus se battre aux côtés de la France et qui ont contribué à la libération de la France. Alors qu'avant, au début du XXe siècle, il y avait des clichés affabulatoires sur le mythe du nègre, les clichés sur le nègre barbare, primitif. Et ces clichés ont évolué en fonction des circonstances politiques. Par exemple, pendant la guerre de 14, le noir était valorisé, même s'il y avait l'affiche Yambon Banania. Alors justement, vous évoquez la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. Comment sont mobilisées les forces noires? Il faut dire que jusqu'en 1914, la doctrine militaire de la France interdisait aux nations européennes d'engager des soldats noirs sur les fronts européens. Sur les fronts européens, donc, c'est de ne pas se mêler des querelles entre nations civilisées. Mais du fait de la course aux armements, qui se déroule entre 1900 et 1912, certains stratèges se disent qu'en cas de conflit entre l'Allemagne et la France serait désavantagée. Parce que la France comptait 40 millions d'habitants, alors que l'Allemagne en comptait 64. Donc des théoriciens, surtout des généraux, des militaires qui ont participé aux campagnes africaines, aux campagnes du Soudan, comme Gouraud, qui a capturé Samori à Guélémou en 1898, Archinal, colonel, qui a chassé Amadou Roi de Ségou, vont se faire les théoriciens de ce qu'on appelle la force noire. Il faut puiser dans l'Empire pour compenser le déficit démographique de la France. Et sa France va être théorisée. On vous dit que le noir peut être un bon fantassin, un méhariste, un soldat du train, du génie, et puis il peut être aussi un bon administrateur, un bon auxiliaire de l'administration coloniale une fois qu'il sera démobilisé. Alors, dans votre livre, vous dites qu'au XXe siècle, il y a eu une revalorisation des civilisations nègres. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, vous savez, d'abord, la guerre de 14-18 impliquait ce qu'on appelle la dette de sang. Blaise Diagne, celui qui a recruté des troupes noires, avait demandé à Clémenceau de donner la citoyenneté à tous les Noirs d'Afrique et des Antilles. Vous savez, le grand combat de l'époque, ce n'était pas l'indépendance qui était un but lointain, c'était l'assimilation. Ça signifiait l'égalité des droits sur le plan économique, sur le plan social. Et cette dette n'a pas été honorée, du moins, elle le sera au compte-gouttes. Si bien que beaucoup de Noirs sont désenchantés et vont rejoindre les mouvements ouvriers qui commencent à naître. Et ils vont s'engager dans ces mouvements panègres qui d'abord vont être tantôt l'expression littéraire, tantôt l'expression en tout cas politique. Alors, vous parlez d'expression littéraire. Si on élargit aussi également, donc du coup, à l'art nègre dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à cette époque? Et à la fin des conquêtes coloniales, surtout la conquête du Dahomey, il y a des missionnaires qui ramènent des fétiches, surtout, en tout cas, des objets dérobés dans les colonies, comme au Bénin, au Dahomey, on appelait Dahomey de l'époque, notamment le trône du roi Béanzin, etc. Et ce qu'on appelait l'art, il y a de tout, qu'on bradait comme ça dans les marchés. Et Picasso, quand il a vu le masque Fang, s'est émerveillé de ces formes nouvelles, ça a renversé toutes les perspectives de la peinture d'avant, l'impressionnisme, le nabisme, etc. Donc, c'est tout un bouleversement. Et c'est un bouleversement de tous les canons esthétiques qui avaient gouverné en tout cas le goût des générations. C'est une véritable révolution sur le plan pictural.
Et le mouvement dadaïste aussi s'en inspire largement. L'école de Paris, etc. Modigliani. Surtout, il y a deux précurseurs. Le collectionneur Paul Guillaume et Blaise Sandral, l'écrivain. Qui vont populariser, en tout cas bon, avec un brin d'exotisme, la mode noire. Ça fait la vogue noire de l'entre-deux-guerres et qui va en tout cas changer la vision que les Français se faisaient de l'Afrique. Alors ça change la vision que les Français se font de l'Afrique. Et de l'autre côté, finalement, est-ce que il y avait encore, est-ce qu'on se voyait encore à travers le regard de l'homme blanc? Non, parce que la plupart des soldats, des anciens combattants qui ont participé à la guerre ont démystifié ou démythifié en tout cas l'homme blanc. Parce qu'ils ont vu leurs compagnons de combat, leurs compagnons d'armes, être blessés, mourir, pleurer quelquefois, implorer sa mort. Donc ils ont démystifié le blanc. Le mythe du grand blanc, invincible, omnipotent, c'est fini. Donc ils ont, au retour dans leur foyer, ils ont colporté ce qu'ils ont vu. Donc il y avait donc un changement, si bien que après la guerre de même de 39-45, vous savez, les populations vont réclamer en tout cas un peu plus de liberté. Déjà un autre exemple. Vous savez, en 1919, l'Allemagne devait payer des réparations de guerre à la France. Elle n'a pas pu honorer. C'est cette dette-là. Le président Poincaré fait entrer les troupes noires dans la Rhénanie, dans la région la plus industrielle, en tout cas industrialisée, de l'Allemagne. Alors les journaux allemands se déchaînent contre la France, l'accusant d'avoir introduit des hordes barbares. Hitler, en 1923, dira ceci: la France paiera cet affront d'avoir introduit dans l'Allemagne civilisée des hordes barbares. Il y a des ligues féministes qui se mobilisent contre la présence de troupes noires en disant qu'ils commettaient des viols, ce qui est faux. Il y avait 2 viols commis par des soldats marocains, puis on a exagéré. Donc, si bien que les Allemands, eux, gardaient une haine tenace envers les Noirs. Alors justement, vous parlez d'une haine tenace envers les Noirs. Là, on est durant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, pourquoi cette France colonisatrice, raciste à l'époque, est vue comme une terre de liberté pour les Afro-Américains? Parce que, du fait de la Société des Amis des Noirs, parce que quand même la question de l'esclavage fut au cœur du débat, en tout cas des débats de la Révolution française. Comment une nation, comment un pays qui proclame Urbi et Orbi, qui dit que les hommes naissent libres et égaux, et maintenir une partie, en tout cas bon, d'hommes de couleur sous le joug de l'esclavage. C'était inadmissible. Et il y a eu des révolutionnaires, des conventionnels, Robespierre, Mirabeau, des progressistes, disons, à l'époque, qui avait créé la Société des Habits Noirs, chargée de non seulement d'abolir l'esclavage, mais de promouvoir l'émancipation, de favoriser l'émancipation des peuples noirs. Et cette idée va se répandre outre-Atlantique, où les Noirs américains voyaient en la France un sanctuaire des libertés. D'autant que la plupart des planteurs blancs de Virginie, du sud des États-Unis, qui faisaient des enfants à leurs esclaves, les envoyaient en France faire des études, et ceux qui propagent des idées novatrices, des idées de liberté, ils vont créer l'école de la négro-renaissance, ou l'école de Harlem, qui va donner de grands écrivains plus tard, comme les Country Collins, comme les Langston Hughes, les Richard Wright, etc. Alors très rapidement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez finalement nous parler de l'un de ces personnages méconnus dont vous tirez le portrait dans cet ouvrage, en quelques mots? Félix Éboué voulait dire. Oui. Mais quand la France est vaincue en 1940, le général proclame l'appel du 18 juin. Le même jour de cette proclamation, il y a 3 parlementaires noirs, Satino et Candace pour les Antilles, et Galandou Diouf pour le Sénégal, qui écrivent une lettre au président Albert, le président de la République française, Albert Lebrun, lui demandant de se replier en Afrique, dans les territoires de l'Empire, pour continuer la lutte contre les Allemands, le même jour que le général de Gaulle. Et il y a eu un administrateur d'école, le gouverneur du Tchad, s'appelle Félix Éboué, c'est un Guyanais, qui a fait ses études à Bordeaux. On a pétri, fait un pur produit de la politique d'assimilation de l'époque, qui était pour l'égalité des droits entre noirs et blancs. Celui-ci va, le premier, rejoindre le général de Gaulle. Il va ouvrir les vastes territoires de l'AF aux troupes françaises. C'est là que partiront les colonnes du général Leclerc, qui formaient la 2e division blindée, qui vont libérer Paris et continuer jusqu'en Allemagne. Makoudou Ndiaye, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Paris. Merci. Merci.